Bonjour à tous, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Stéphane Alix. Son nom ne vous est certainement pas inconnu puisqu'il est l'auteur et le présentateur des enquêtes extraordinaires sur M6. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il m'explique comment on quitte une carrière de reporter de guerre pour se consacrer à l'étude de phénomènes inexpliqués comme les ovnis ou la vie après la mort. Et je vous garantis que son approche rationnelle de ces phénomènes est vraiment passionnante. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on décide de faire reporter de guerre et de partir en Afghanistan à l'âge de 19 ans ? Je sais pas trop en fait. Ça doit dater peut-être de mes vies antérieures. Non mais plus sérieusement, j'étais habité par l'envie de vouloir être reporter de guerre, photographe. C'était vraiment une sorte d'obsession. Je faisais toutes les manifestations à Paris en faisant des photos. Dès que ça dégénérait, j'étais content. Et en fait... j'ai découvert que chaque génération de journalistes peut se faire sur une guerre. Il y avait toute la génération des journalistes américains et français et autres qui qui avaient découvert le métier pendant la guerre du Vietnam et puis ensuite le Cambodge. Et en 1988, c'était l'Afghanistan qui attirait beaucoup de journalistes indépendants. Pourquoi ce type de guerre ? Parce que c'est des guerres où les journalistes attitrés dans les journaux vont, mais pas forcément avec suffisamment de temps pour passer 2 mois dans le maquis. Il y en a certains qui le faisaient, mais pas tous. Donc c'est une occasion pour les jeunes journalistes qui veulent se lancer de faire leurs preuves en passant vraiment des mois sur le terrain et en ramenant parfois des petites perles. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en mai 1988 rejoindre les résistants afghans qui luttaient contre l'envahisseur soviétique à l'époque. Et on n'a pas tout ce qui concerne les peurs, la peur de mourir peut-être, ça nous vient pas du tout à l'esprit, là c'est vraiment la fougue qui prend le dessus ? Ah oui, là vraiment j'étais complètement inconscient, j'avais 19 ans, j'étais immortel, parce que quand on a 19 ans on est immortel. Je pensais absolument pas au danger, c'était pas réel pour moi. Et ça l'est devenu progressivement pendant le maquis, à certains moments, pendant des bombardements, pendant des périodes un peu dangereuses de mon séjour parmi les Moudjahidines. Effectivement, il y a eu des moments un peu intenses, mais en général, c'est ce qui est très curieux, parce que ces mois que j'ai passés dans le maquis doivent se résumer en beaucoup d'ennuis, des journées extrêmement ennuyantes où je ne faisais rien, des moments d'une intensité colossale où tout d'un coup on était bombardé, où on était en train de marcher sur une route de nuit et on était pris sous le feu des soldats russes, et puis des marches épuisantes. Voilà à quoi se résument plusieurs mois de passés dans le maquis afghan à cette époque-là. Donc les moments de peur et les moments de danger, ils sont tellement rapides et intenses que vous n'avez pas tellement le temps de réagir. C'est plus au retour que vous réalisez que à tel moment vous avez fumé une clope entre 2 postes russes et qu'ils auraient peut-être pu simplement vous voir avec n'importe quel outil de vision nocturne et vous faire tirer dessus. D'accord. Et il y a eu des allers-retours entre la France, vous repartiez là-bas travailler ou autre, ou vous êtes resté là-bas très longtemps ? Ah non, en 88, je suis resté là-bas parce que c'était des conditions d'accès qui étaient difficiles. Les groupes de résistants afghans n'étaient accessibles qu'en passant par le Pakistan, clandestinement, en passant la frontière, clandestinement entre le Pakistan et l'Afghanistan. Donc ça voulait dire y aller à pied, ça voulait dire s'immerger en Afghanistan pendant des semaines, voire des mois. Il y a peu de journalistes qui pouvaient faire simplement un aller-retour de 15 jours à cette époque-là. Donc c'était plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, ça a été plusieurs mois. Et on revenait ensuite au Pakistan. Et là, on envoyait le sujet. Moi, je débutais dans le métier, donc je n'envoyais rien à personne. Je suis revenu en France à l'issue de ce voyage, avec mes photos, avec mes idées de sujet. J'ai eu la chance de pouvoir pénétrer en Afghanistan avec un groupe qui était un groupe implanté dans la capitale Kaboul. Kaboul était occupé par les soviétiques. Et j'ai eu la chance d'être un des rares, voire un des seuls, à pouvoir entrer clandestinement dans Kaboul avec des résistants et rester avec eux quelques jours. J'étais accompagné d'un autre journaliste français à l'époque. Et ça a été quelque chose que j'ai pu publier dès mon retour. Et est-ce que c'est le fait d'avoir côtoyé, j'imagine, la mort de près qui a été le déclencheur pour vous intéresser à la vie après la mort ? C'est un peu l'inverse en fait. Je pense que la mort me fascinait tout le temps, m'a tout le temps fasciné. Avant même de devenir reporter de guerre et de partir sur le terrain, j'avais cette espèce de curiosité, de fascination. Je raconte dans mon dernier livre comment, même enfant, en apprenant que le voisin du dessous était décédé, j'avais demandé à mes parents si je pouvais aller le voir. Et mes parents avaient sonné à la porte en dessous, un peu gênés, en disant voilà, notre fils voudrait montrer son respect à votre mari, je ne sais plus de qui il s'agissait. Et donc j'avais vu ce monsieur mort dans son lit. L'Afghanistan a donné beaucoup d'intensité à cette espèce de fascination un peu idiote et morbide. Et puis l'effet déclencheur qui m'a conduit ensuite à m'intéresser au phénomène extraordinaire, c'est la mort de mon frère en Afghanistan en 2001. Dans un accident de voiture où je dirigeais à cette époque-là une mission et une de nos voitures a eu un accident, 4 personnes sont décédées, dont mon frère et un autre Français.
Et là, cette curiosité qui était une curiosité un peu intellectuelle, un peu infantile, un peu naïve, est devenue une curiosité impérieuse. C'est-à-dire qu'il n'était plus question pour moi de me divertir, de passer le temps, de vivre dans une société de consommation sympa. Je voulais une réponse à cette question de la mort, je voulais explorer ça. J'avais tenu la main de mon frère au moment où il était mort, et je m'étais adressé à lui en lui disant « T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi ». 2 heures après, j'ai dû appeler mes parents pour leur dire que leur fils était mort. Et à partir de ce moment-là, vraiment, quelque chose s'est profondément basculé en moi. Et j'avais 33 ans. Et il n'était plus question après ça de ne pas travailler sur cette question sérieusement, de me contenter de réponses faciles. Et voilà, et depuis ce temps-là, je ne cesse d'interroger les chercheurs, les témoins, toutes les personnes qui vivent des expériences un peu hors normes. Et du coup, vous avez renoncé à votre carrière de reporter de guerre pour faire ça complètement à temps plein, parcourir le monde et aller rencontrer des gens qui ont approché en fait ce grand mystère? Oui, mais j'ai le sentiment de ne pas avoir abandonné quoi que ce soit en fait. Je suis journaliste dans l'âme depuis l'âge de 19 ans, j'en ai aujourd'hui 46. J'ai le sentiment d'avoir constamment exercé le même type de métier. Pendant une période de ma vie, ça a été les frontières plus physiques de la géographie humaine, les frontières de l'humanité ou l'inhumanité. Et aujourd'hui, depuis donc la mort de mon frère, je m'intéresse aux frontières plus de la psychologie, de la science, de la conscience. Mais ma démarche est la même, mon désir de travailler sérieusement est le même. Je suis toujours un journaliste d'investigation. Je suis aujourd'hui en train de travailler sur mon prochain livre qui est consacré à un sujet autour de la mort et qui demande exactement les mêmes compétences que celles que j'utilisais autrefois quand je travaillais sur le trafic de drogue ou la culture du pavot en Afghanistan. Donc ma posture de journaliste n'a pas changé d'un iota, mais voilà, elle s'intéresse aujourd'hui à des questions que notre société juge pas très crédibles. Or, elles le sont et elles méritent d'être posées. Ouais, et donc vous avez été jusqu'à créer l'INRES, donc l'institut qui regroupe des scientifiques pour s'intéresser à tout ça. Est-ce qu'il y a eu des obstacles ou des gens qui vous ont dit non mais ça marchera jamais, ou est-ce que ça s'est fait complètement naturellement et finalement ça a cautionné tout le travail que vous faites encore aujourd'hui? La création de l'INRES s'est fait extrêmement naturellement. Il n'y a jamais eu d'obstacles, de contraintes. Je pense au contraire que les obstacles et les contraintes viennent quand on ne fait pas forcément correctement ce métier. Quand on se saisit d'un sujet extraordinaire, les expériences de mort imminente, les ovnis ou autres, et que plutôt que d'essayer d'écouter les témoins et d'essayer de faire un travail rationnel, on essaie tout de suite de construire une explication. Et les librairies sont pleines de livres de gens qui vous expliquent ce qu'il y a après la mort, ce que sont les ovnis, etc. Peut-être que certaines de ces personnes-là ont écrit des livres avec des points de vue d'expérience directe, et ça c'est tout à fait respectable, mais j'ai trop rencontré de gens qui en fait projettent leurs fantasmes, leurs idées, leurs hypothèses, qui n'ont rien de scientifique et rien d'établi sur ces phénomènes qui demeurent pour une grande partie mystérieux. Donc l'INRES et mon travail de journaliste a consisté en fait à essayer d'interroger les scientifiques, les chercheurs, les témoins, à ne pas fermer ces phénomènes dans une explication pseudo-rationnelle idiote, mais au contraire à laisser vraiment ouvert le mystère, mais à le faire sérieusement. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire que je suis les 2 pieds vraiment ancrés sur terre, mais j'ai la tête qui n'a aucune limite vers le ciel. Et je pense que cette attitude-là, elle est rassurante pour les gens qui sont sceptiques et à juste titre, mais elle est aussi rassurante pour les gens qui ont vécu cette expérience-là, parce qu'ils savent que je ne vais pas chercher à trouver forcément une explication rationnelle pour soi-disant expliquer leur expérience. Moi, je suis ouvert au mystère, j'ai rencontré des gens qui ont vécu des expériences hallucinantes, et je sais que ces gens-là m'ont dit la vérité. Et ça, je ne l'oublierai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Oui, donc en fait, vous posez des questions, vous recueillez des témoignages, mais vous n'êtes pas là pour apporter les réponses. En fait, c'est à chacun de constater, et donc ça garantit une part d'objectivité, j'imagine. Vous avez réussi même à amener tout ça à la télé, puisqu'il y a eu les enquêtes extraordinaires de M6. Est-ce que vous allez avoir d'autres projets dans ce sens pour que le grand public, justement, puisse découvrir ce que vous découvrez sans se dire on va nous asséner une vérité, on n'y croit pas, mais avoir justement cette objectivité par rapport à tout ça qui finalement existe, quoi. Oui, mais moi je me suis jamais départi de mon objectivité de journaliste. Donc un journaliste, c'est pas quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui met en avant la pensée des autres, le travail scientifique des autres, le témoignage, etc. Quand les journalistes se mettent à penser, ça donne jamais des choses très très bonnes. Enfin, je plaisante à moitié, mais voilà, moi, je commence à savoir un petit peu ce que je vaux et ce que je ne vaux pas, et je sais que je suis
compétent à la mise en lumière de personnes ayant vécu des expériences, à la mise en lumière de travaux scientifiques sur la conscience, sur tel ou tel autre sujet. Je sais que je sais faire ça. Je suis curieux de nature. Mes questions sont toujours aussi sincères qu'elles l'étaient au tout début. En revanche, je commençais moi à réfléchir à un système. J'ai pas les compétences. On parle beaucoup de physique, notamment parce que la physique quantique est une discipline qui remet vraiment en question notre conception de la réalité. Mais je suis incapable de comprendre ce que c'est que la physique quantique et incapable de commencer à pouvoir juger de théories qui sont proposées par tel ou tel. Donc voilà, mon travail de journaliste continue. Vous parliez de télévision, effectivement, j'ai animé la série Enquête extraordinaire sur M6. Il y a d'autres projets qui sont en route en télévision. Il y a le magazine Inexploré dont je m'occupe aussi et que j'ai lancé il y a quelques années, qui offre aujourd'hui au grand public un espace de réflexion et de découverte sur ces expériences extraordinaires. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les équipes de l'INRES et d'Inexploré, on a réussi à bâtir un espace qui est rassurant. Je pense que les gens qui sont en interrogation sur ces sujets-là, qu'ils soient des vrais sceptiques ou des gens un peu plus ouverts, ou enfin de toute nature, je pense que les gens à l'INRES ou dans Inexploré peuvent trouver un discours qui est à la fois très ouvert, très, très respectueux du mystère, mais aussi très rationnel dans son questionnement. Et est-ce qu'à force d'avoir interviewé des gens qui ont été touchés par des phénomènes extraordinaires, comme par exemple d'avoir été enlevés par des ovnis, vous n'êtes pas dit à un moment donné, mince, si ça se trouve, ça peut m'arriver à force de les côtoyer ou autre, est-ce que ça n'a pas généré des peurs ? Des peurs, jamais. Jamais. Enfin, il m'est arrivé ici à certaines reprises, en vivant notamment en Amazonie, quelques expériences chamaniques, d'avoir des petites expériences un peu difficiles par rapport à ce qui semblait apparaître. Mais par rapport au phénomène que vous mentionnez, des enlèvements extraterrestres, c'est vraiment le phénomène le plus fou qui puisse exister. Je suis pas... comment dire je suis totalement convaincu de la sincérité des gens que j'ai rencontrés. Parce que j'ai pu travailler avec notamment un psychiatre américain pour lequel j'ai un immense respect, qui s'appelait John Mack, qui était fondateur du département psychiatrie de l'université de Harvard, et qui s'était intéressé à ces gens disant être enlevés par des extraterrestres. À sa grande surprise, je fais son diagnostic extrêmement court, parce que sinon on y passerait 2 heures, mais à sa grande surprise, il n'a pas pu constater que ces gens-là souffraient d'une pathologie X ou Y. Il n'a pas pu constater que ces gens-là avaient rêvé, ou imaginaient, ou lui mentaient. Donc ce psychiatre s'est retrouvé avec des outils qui lui permettaient de juger de la véracité d'un discours, mais dans l'incapacité de dire que ces gens-là étaient en train de fantasmer ou de raconter quelque chose qui n'était pas vrai. Et la posture de John Mack est importante parce que pour moi, elle caractérise vraiment la posture qui doit être celle du journaliste. C'est-à-dire, John Mack a constaté que rien ne pouvait expliquer rationnellement et de façon conventionnelle ce que vivaient ces gens-là, mais il n'a pas basculé dans l'autre excès en disant voilà, les extraterrestres sont là, ils mesurent cette taille-là, ils enlèvent les petits êtres humains. Et moi je suis dans une posture un peu similaire, c'est-à-dire que face à des gens qui ont vécu ces expériences-là, je suis arrivé, certains sont devenus des amis proches, je sais qu'ils ont vécu quelque chose. Je sais qu'ils me parlent absolument sincèrement et qu'ils décrivent quelque chose qu'ils ont réellement vécu. Mais je ne peux pas, mon esprit est incapable d'aller au-delà. C'est-à-dire que quand je suis avec eux, quand je suis aux États-Unis ou en France et que j'en rencontre et que je passe plusieurs heures avec eux, notamment pour le tournage d'Enquête extraordinaire, je suis dans un état de stupéfaction à la fin parce que je ne peux pas m'échapper. Et vous savez, nous, dans notre vie quotidienne, souvent, on s'échappe. Quand quelqu'un vous raconte une histoire bizarre, vous dites « Oh là ouais, c'est curieux ». Puis, mais votre esprit est déjà ailleurs. Vous voulez vous en débarrasser. C'est pas possible. Sauf que, placez-vous un jour dans cet état-là. Écoutez quelqu'un qui vous dit quelque chose d'incroyable en n'essayant pas de vous débarrasser de ça, en vous disant « Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, j'ai entendu quelqu'un », mais en écoutant vraiment ce qu'il dit. En écoutant ce qu'il dit. Quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, qui vous dit avoir été au-dessus de son corps. Écoutez ce qu'il dit. Et là... vous pouvez être touché par la réalité de cette expérience-là. Et donc, pour en revenir à votre question, il m'est arrivé de passer la nuit chez certaines de ces personnes disant être enlevées. Moi, j'aurais bien aimé voir quelque chose. Et c'est vrai que depuis des années que je m'intéresse à ces phénomènes, je n'ai de cesse que d'essayer de voir quelque chose. Je passe parfois des heures la nuit à scruter le ciel, donc j'ai une envie. Il m'est malheureusement jamais rien arrivé. Mais c'est pas la peur qui m'habite, c'est plus la curiosité. Et quel message vous voudriez faire passer aux gens ? Alors, d'une part, à ceux à qui il arrive des choses un peu justement anormales et qui n'osent pas en parler, et d'autre part à tous les gens qui soit n'y croient pas. Je crois que souvent c'est peut-être aussi par une peur de l'inconnu. Comment leur ouvrir l'esprit et leur dire bah non, pourquoi ne pas s'y intéresser et plutôt condamner tout de suite, quoi.
Oui, je pense que pour les gens qui n'y croient pas, mais qui ont une posture intellectuelle de gens rationnels, sceptiques, mais ouverts, j'aurais envie de dire, si ça vous intéresse, il y a quantité d'informations qui sont accessibles aujourd'hui, qui peuvent vous donner des éléments, non pas de réponse, mais d'exploration de tel ou tel type d'expérience. Et j'invite les gens à visiter le site de l'INRES. Il y a énormément de choses qui sont complètement libres d'accès, gratuites, sur tous les sujets dont on parle, et qui peuvent vous donner des indications sur tel livre, sur telle personne. Voilà, l'INRES représente aujourd'hui un espace d'information sur lequel les gens peuvent en confiance quand même aller chercher des informations qui sont rationnelles et rassurantes sur ces phénomènes-là, quels qu'ils soient. Ou le magazine Inexploré qui est en kiosque aussi. Après, au-delà de ça, effectivement, je pense qu'on a chacun de nous, quelle que soit notre ouverture d'esprit, on a une zone de blocage. Une zone où on ne peut pas aller au-delà, ou alors ça va nous demander un réel effort. Je pense que vous allez avoir plein de gens qui vont être très ouverts sur la télépathie, les expériences de mort imminente, le tunnel, etc. Mais dès lors qu'on va parler d'OVNI, on va dire non, ça je peux pas. Pourquoi une ouverture d'esprit sur tel type d'expérience et être fermé sur autre chose? Donc moi je pense qu'il faut essayer d'aborder ces sujets-là en faisant comme quand on va au cinéma. Vous savez, quand on va au cinéma, on suspend son jugement. On sait très bien qu'on va regarder quelque chose en 2 dimensions sur un écran. Pourtant on s'immerge dans l'histoire, on va pleurer, on va être terrifié par ce qu'on va voir sur l'écran. Et puis on sort au bout d'1 heure et demie et on revient dans notre réalité. Mais on a vécu des émotions, on a pu partager quelque chose. Parfois même il y a des films qui sont tellement édifiants qui peuvent nous impacter pour la vie durant. Je pense que ces expériences-là, il faut les aborder de cette manière-là. Suspendre son jugement. Quand quelqu'un, éventuellement, va se sentir suffisamment en confiance avec vous pour vous raconter quelque chose de l'ordre de l'intime, il faut respecter ça. Et il ne faut pas commencer à essayer de le juger, parce que ce n'est pas ce qu'il vous demande, et il faut plutôt essayer de l'écouter. Et je pense que notre société gagnerait vraiment à être plus dans l'écoute et pas forcément dans le jugement systématique. Voilà, si je vous dis que je suis amoureux de ma femme, vous n'allez pas commencer tout de suite à essayer de me dire non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, ou alors oh là là c'est génial, vous allez m'écouter. Si je vous dis que j'ai vécu ou que j'ai vu un ovni, tout de suite vous allez changer d'attitude, vous allez dire non mais les ovnis c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette attitude de jugement systématique? Et en fait c'est une espèce de réflexe psychologique. Il faut en être conscient, essayer de faire l'effort de temps en temps de se mettre à distance de ça. Et puis on est suffisamment, vous savez, outillé et intelligent pour exercer notre esprit critique. On ne va pas perdre toute intelligence dès lors qu'on commence à écouter quelqu'un qui a vécu une expérience qui sort de l'ordinaire. Oui, puis je pense que le fait que vous ayez voyagé, je pense que ça favorise aussi certainement cette ouverture d'esprit et de ne pas être sclérosé sur de voir d'autres cultures et d'autres façons de vivre, ça force forcément cette ouverture d'esprit, cette acceptation de l'autre en fait. Oui, je pense que ma formation de journaliste m'a peut-être aidé à savoir poser certaines questions, mais je pense qu'on a tous ces dispositions en nous. On est tous capables de la fermer, d'écouter quelqu'un qui nous parle, et puis de se dire, voilà, ce quelqu'un qui me parle d'OVNI, ça ne me met pas en danger. Et puis si vraiment on n'a pas envie d'en entendre parler, voilà, mais il ne faut pas mélanger croyances et il ne faut pas intégrer les croyances dans ces expériences-là, parce que les croyances n'ont rien à voir avec les expériences de mort imminente, les ovnis, etc., etc. Il y a des travaux de sociologie qui sont faits sur pourquoi est-ce qu'on parle des ovnis aujourd'hui, qui sont intéressants. Il y a toutes sortes de travaux dans toutes sortes de disciplines différentes, mais les ovnis, les extraterrestres, les expériences de mort imminente, les expériences de médiumnité, de guérison, etc., n'ont rien de croyances. Il s'agit de faits qui peuvent être observés, qui peuvent être étudiés de façon statistique, qui peuvent être comparés, qui peuvent être mis à l'examen de différentes disciplines scientifiques. Et voilà, et tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas dire qu'on connaisse le sujet. Donc j'invite tous les gens que ça intéresse. Le scepticisme est très bien, c'est une des armes qui nous évite de replonger dans des temps noirs d'obscurantisme. Donc le scepticisme est très bien, mais il doit nous servir à nous rendre plus intelligents plutôt qu'à nous enfermer dans notre citadelle. Alors n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'INRES. Vous avez aussi le magazine Inexploré. Et surtout, si Stéphane Alix s'y intéresse, pourquoi pas vous?